tout le monde, bienvenue à cette soirée qui se préannonce fort intéressante, non seulement pour le thème sportif dont on évoquera quand même, je pense, quelques séquences, mais surtout pour le problème qui est redevenu d'actualité du racisme dont Alberto Toscano parle aussi bien dans son livre. La soirée, vous avez vu dans le programme, est organisée par la Société d'Antillighieri du Comité de Paris, donc Michele Canonica est le président et qui sera aussi le modérateur de notre soirée. Mais également, il est aussi organisé avec la Maison d'Allemagne, Maison Irish-Heine, qui a donc contribué à cette soirée en invitant aussi une journaliste allemande. On pourrait se demander, mais pourquoi on fait une table ronde avec d'autres maisons à la Cité? Bon, c'est une des raisons pour laquelle la Cité internationale, donc on est très heureux d'organiser cette manifestation, mais il y a quand même deux raisons particulières. La première, c'est que, ici peut-être personne ne le sait, mais Alberto Toscano a été étudiant italien à la Cité universitaire, embrassage à la Maison de l'Allemagne. Donc, et je suis entré exactement il y a 41 ans, jour pour jour. Donc c'est bien, jour pour jour, ça mérite un applaudissement. Et l'autre raison, hélas, c'est parce que les lois raciales ont été introduites en Allemagne avant et en Italie par la suite. Mais par exemple, j'ai été frappé par les mots d'Alberto dans le livre, que je ne connaissais pas, où Mussolini voulait que les lois soient à lui propres. Donc il disait non, nous on copie personne, c'est des lois que l'Italie a mis de sa volonté et on va les introduire sans naturellement nuire à personne. Donc je pense que ce thème d'actualité fera quand même, sera une des questions du débat de ce soir. Je pense que j'ai tout dit. Je voudrais quand même saluer au fond de la salle l'ancien ambassadeur de l'UNESCO, Giancarlo Leo, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Donc on est très heureux de vous avoir dans le public. Je remercie donc encore la collègue directrice à la Maison d'Allemagne, Christiane Deussen, qui est ici naturellement ce soir et qui peut-être voudra dire un mot puis à la fin de la soirée. Et alors je donnerai la parole à Michele Canonica qui présentera les orateurs, ensuite introduira le débat, mais naturellement un grand merci à Alberto Toscano qui a écrit ce beau livre très intéressant et très insoupçonné sur certains aspects. Et donc, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Je suis particulièrement content d'être là avec Alberto Toscano, qui sera le protagoniste de cette soirée. C'est pour moi un vieil ami. Lui aussi, il est en France depuis longtemps. C'est un confrère journaliste, mais je le répète, pour moi, c'est surtout un vieil ami. C'est un livre sur un grand champion cycliste qui a remporté le Tour de France et le Tour d'Italie, dont la carrière a été sérieusement dérangée par la Deuxième Guerre mondiale, du moment qu'il avait gagné dans l'avant-guerre, dans les années 30, et puis par la suite aussi dans les années 40. Mais il y a ce trou dans sa carrière qui correspond à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc un grand champion qui était en même temps un catholique pratiquant, donc très lié au monde catholique, et en même temps un adversaire sans pareil de l'antisémitisme. Et donc il a aidé des centaines de juifs à trouver la voie
de la vie à se sauver, disons, de la persécution raciale. Et il était un homme modeste, réservé. Pendant toute sa vie, il n'a jamais insisté sur ce côté humanitaire de son caractère. Et il a évité même s'il intervenait souvent à la radio, à la télévision, je me souviens de cela parce qu'à l'époque j'étais un enfant et un jeune homme, mais il ne faisait jamais allusion à cet aspect de sa propre personnalité. Ce n'est qu'après sa mort, donc en l'an 2000, qu'on a su qu'il avait accompli des actions d'une telle noblesse. Et sur ce livre, donc, qui marie l'intérêt pour le personnage sportif avec son activité antiraciste, disons, et il va y avoir ce soir un débat qui réunit des optiques différentes. Il va y avoir Alessandro Giacone, maître de conférence à l'Université de Grenoble, qui interviendra, disons, du point de vue d'un historien spécialisé dans l'histoire de l'Italie. Il va y avoir Armando Sabene, qui est un journaliste sportif très connu à Paris. Il a été le correspondant d'un quotidien italien qui s'appelle Il Corriere dello Sport. Il a collaboré à une infinité de journaux, de publications, de programmes radio et télé, justement sur des problématiques sportives, mais sans oublier son horizon culturel généraliste qui est extrêmement vaste et de grande envergure. Il va s'exprimer ce soir Michaela Biegel, je prononce mal peut-être, ça va? Ça va. Donc, qui est la correspondante à Paris du Frankfurter Allgemeine Zeitung. Là, je suis très heureux de voir que ce soir, on va assister à cette collaboration avec la maison de l'Allemagne, qui est un peu l'homologue de cette maison où nous sommes ce soir. Donc il se prépare une soirée vraiment, je crois, très intéressante. Bien entendu, Alberto Toscano va réagir aux propos des différents intervenants. Après quoi, on va donner la parole au public pour poser des questions ou simplement pour développer des réflexions. Alors, je pense que d'abord, il faudrait, comme on dit en italien, mettere la palla al centro, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Et donc, là, Armando Sabene va illustrer d'abord la très grande figure sportive de Gino Bartali, donc, auquel est consacré ce livre qui s'intitule, je le répète, En vélo contre la barbarie nazie, l'incroyable destin du champion Gino Bartali, publié par Armand Collin. Armando. Après Armand Collin, c'est moi qui interviens. Armand Sabene. Voilà. Alors, je dois dire que l'histoire du cyclisme est cernée par une multitude de grands champions dont on peut faire un nom. Il y a Merckx, il y a Moser, il y en a beaucoup, mais les superlatifs vont exclusivement à des coureurs italiens des années 40-50 qui sont Gino Bartali et Fausto Coppi. C'est important leur figure parce qu'ils arrivent à un moment donné de l'histoire où les choses vont changer. En Italie, il y a les changements des régimes, parce qu'il y a un régime fasciste qui s'impose. Puis il y a les changements, il y a la libération avec la Deuxième Guerre, il y a presque une guerre civile entre les partisans et les fascistes. Et puis il y a l'Italie qui passe du statut de monarchie à celle des républiques.
Et sur le plan sportif, il y a le cyclisme qui a une très grande renommée, qui est plus populaire presque que le football. Et dans ce cyclisme, il y a d'abord un nom qui s'illustre, c'est celui de Gino Bartali. Gino Bartali naît dans une petite ville qui est à côté de Florence, maintenant même englobée dans Florence. Il commence le vélo tôt parce qu'il y en a un pour aller à l'école. Et à un moment donné, à 13 ans, il commence son travail comme apprenti mécanicien dans une boutique de cyclistes, dont le propriétaire, c'est un coureur amateur qui l'initie à cette discipline. Et il est tellement fort qu'il commence à courir et à gagner des courses. Il est vite reconnu comme un personnage sportif dans son pays, dans sa région, avant qu'à 21 ans, il commence sa carrière professionnelle, qui ira de 1935 à 1954. Donc, une très longue période qui sera interrompue par la guerre, 5 ans, et c'est une période qui va lui coûter très cher, plus à lui qu'à Fausto Coppi, parce que Fausto Coppi il est plus jeune, et sans cela, il aurait pu gagner au maximum de sa forme d'autres Tours de France et d'autres courses importantes sur le plan international. Donc, à 21 ans, il commence sa carrière professionnelle. Il gagne tout de suite un Tour d'Italie. Il en gagnera 3. Et puis, il gagnera aussi 2 Tours de France, beaucoup de Milan-San Remo, des titres nationaux, des champions. Et donc, voilà, c'était un garçon qui avait un aspect pieux, parce qu'il priait beaucoup. Il était imprégné de la religion catholique. Et il avait fait construire même chez lui une chapelle privée qui avait été consacrée par un de ses amis qui était le cardinal d'Acosta. Et c'est justement ce cardinal d'Acosta qui va l'approcher au moment de la guerre pour lui proposer d'intervenir dans une situation difficile d'aide aux personnes qui étaient en danger, dont les Juifs, parce qu'en Italie, il y avait eu les lois raciales. Et Gino Bartali, qu'est-ce qu'il faisait? Avec le prétexte de s'entraîner, il faisait des kilomètres et des kilomètres pour aller d'une ville à une autre. Il allait de Florence jusqu'à Assise, de Florence jusqu'à Gênes, et de Florence jusqu'à Rome, des fois, pour apporter les papiers qui servaient à faire des documents pour pouvoir permettre aux Juifs ou d'autres gens qui étaient en danger de s'expatrier, d'aller dehors. C'était un garçon un peu simple, dur, mais qui avait un cœur tendre et aussi qui faisait des choses assez intéressantes. Par exemple, il était devenu ami de Louison Brobet, avec lequel il s'était battu pour la victoire dans les Tours de 48. Et un jour, en 80, il avait fait une fête à Florence, où il avait invité tous ses amis, dont Bobet. Et Bobet, il y était allé, mais il était dans un état physique épouvantable, parce qu'il était très malade. Et quand Bartali l'a vu, il s'est caché dans les toilettes pour plaider, les pauvres. Donc c'était ça aussi l'âme de Bartali. Il était vraiment un champion incroyable. Et il n'aimait pas du tout que ces aspects peut-être tendres de lui ne soient pas connus. Il voulait que des choses importantes dans sa vie étaient seulement sa carrière sportive, ses victoires sur la piste. Et là, sur les victoires sur la piste, à un moment donné, il y a eu, dans une course qu'il faisait, il a découvert, c'était le Tour du Piémont,
il a découvert qu'un garçon était très brillant, et c'était Fausto Coppi. Il a demandé à son directeur de l'équipe Legnano pour laquelle il courait de l'engager. Effectivement, Fausto Coppi, au départ, a été un assistant de Bartali. Mais les choses n'ont pas duré tellement longtemps parce que de l'année suivante, Coppi s'est mis en évidence, c'était le seul qui arrivait à le suivre dans les montées. En réalité, une des forces de Bartali, c'était d'être un excellent grand-père. Et c'est là qu'il arrivait à distancer tous ses adversaires. Et Bartali n'avait pas une hygiène de vie extraordinaire. Il mangeait beaucoup de charcuterie. Il avait un cœur très lent. Donc, pour accélérer ses pulsations, il fumait, il buvait du vin et du café. Et la légende dit aussi que des fois, comme il arrivait avec beaucoup d'avance sur l'école de course, il s'arrêtait quelques instants pour fumer une cigarette, pour repartir après et continuer la course dans cet état. Voilà, les choses sur sa personnalité, à part les succès sportifs qu'il a eus, c'était qu'après la guerre, on a commencé à faire des enquêtes sur lui. Il y a eu une thèse universitaire, il y a eu un journaliste qui a fait des enquêtes, mais c'était difficile de trouver des éléments. Et puis il y a eu un journaliste qui a trouvé quelque chose, parce que pendant la guerre, il avait caché dans sa cave, au secret de tout le monde, même de sa famille, il y avait caché une famille qui s'appelait Goldberg, et un de ses membres a révélé effectivement que Bartali les avait aidés en les cachant longtemps, lui, son père, sa mère et sa sœur, dans cette cave. Et donc les choses ont commencé à être connues. Mais et donc il y a eu toute cette évolution qui s'est faite avec les médailles qu'il a eues, avec la reconnaissance juste parmi dans le monde de la part d'Israël. Donc ça c'est l'histoire de Bartali au départ. Et après la guerre, il a continué à courir, mais sa condition physique était un peu descendue, mais il a quand même gagné encore un Tour de France dans une période qui était très difficile parce que c'était 1948. Et ce jour-là, à ce moment-là, il y a eu l'attentat à Rome à Palmiro Togliatti. Et Palmiro Togliatti, qui était le leader du Parti communiste, était dans de graves conditions. Et il paraît, mais ça c'est la légende qui le dit, qu'Alcide De Gasperi, qui était le président du Conseil italien, l'a appelé pour lui demander de gagner la course pour apaiser tout le monde, parce que la situation sociale était critique, dans le sens qu'il y avait eu une trentaine de morts et des centaines de blessés. Et Bartali lui avait dit, mais écoute, moi je vais bien, mais je suis à plus de 20 secondes, plus de 20 minutes de distance de Bobet, qui est très fort, donc je ne sais pas comment faire, je pense que c'est difficile. Et tous les observateurs avaient pensé la même chose, ils disaient, mais c'est une chose impossible. Et effectivement, après, dans les étapes des Alpes, il y a eu une espèce de, pas de miracle, mais quelque chose d'extraordinaire. Bartali a remonté les distances et à la veille du départ, il avait juste une minute d'écart avec Bobet et il a fini pour gagner la course. Donc ça c'était Bartali sur le plan sportif. Et il a eu, après la guerre, les très grands adversaires qui étaient Coppi. Et Coppi c'était tout à fait le contraire de lui. Coppi c'était quelqu'un qui a fait rentrer la compétition cycliste dans l'ère moderne, dans le sens qu'il faisait une diététique, qui suivait la médecine sportive, et la technique même de vélo était devenue beaucoup plus légère parce que Bartali à l'époque,
il devait courir pas seulement contre les adversaires, mais aussi contre des situations techniques qui étaient compliquées. Les vélos étaient beaucoup plus lourds et la situation des routes était vraiment très mauvaise. Il y avait des routes qui étaient en terre, qui n'étaient pas asphaltées. Donc il y a cette... Et Fausto Coppi était complètement le contraire. Et donc à tel point que Bartali était tellement soupçonné envers lui que les soirs, il le suivait pour voir ce qu'il faisait, et quand il était parti, il allait dans sa chambre pour fouiller un peu partout. Et une fois, il a vu que pendant une course, il buvait dans une bouteille qu'après il avait jetée dans la rue, et il est allé le lendemain dans le même endroit pour prendre la bouteille et voir qu'est-ce que c'était. C'était un Rico Citron qu'il a acheté pour lui aussi, évidemment. Donc voilà, ça c'était le Bartali. Et puis, une fois que les enquêtes ont été faites, on a eu aussi les témoignages d'un garçon qui était un ancien coureur, jeune, communiste, qui avait été mis en prison par les fascistes. Et lui, il a tout fait, parce qu'il avait beaucoup de connaissances, il a tout fait pour que ces garçons soient remis à liberté. Et c'est ce qu'il avait réussi à faire. Il s'appelait Giovanni Poletti. Et il y a eu ça, et voilà, ça c'était un peu le personnage de Bartali dans l'histoire du cyclisme. Grazie. Voilà, donc vous avez bien compris que si vous souhaitez devenir champion sportif ou championne sportive, alors il faut boire sans modération, fumer, etc. Ça, c'est la voie la plus directe pour atteindre des résultats vraiment compétitifs au plus haut niveau. Et là, on va écouter donc Alessandro Giacone, lequel s'occupe d'histoire italienne. Et je pense qu'une question qu'on pourrait poser à l'historien qu'il est, c'est comment expliquer que ce moment sombre de l'histoire de l'Europe, c'est-à-dire l'antisémitisme, a fait sa réapparition sous des formes différentes. Ce n'est plus tellement l'antisémitisme ayant une racine, disons entre guillemets, catholique réactionnaire, mais c'est plutôt quelque chose qui est lié à d'autres foi religieuses, à d'autres inspirations que vous connaissez très bien. Et nous savons que même le leader des travaillistes britanniques s'est récemment exprimé sous une forme qui vraiment nous fait peur, parce que ces références à l'État d'Israël et à l'univers culturel juif représentent des défis assez impressionnant à la lumière de ce qui s'est passé au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, écoutons Alessandro Giacone, maître de conférence de l'Université de Grenoble. Merci Michele, merci aux organisateurs, merci Alberto. Ce n'est pas la première fois qu'on présente ce livre, et c'est toujours avec un grand plaisir pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Ce que Alberto a réussi à faire, c'est de mélanger en même temps une histoire sportive, une histoire qui est passionnante depuis le début de la carrière de Bartali, qui vient d'un milieu très faible, très modeste, qui en devient un grand champion, et en même temps, Alberto a le talent de croiser de manière tout à fait intéressante l'histoire politique de cette année-là et l'histoire personnelle de Bartali. Et c'est peut-être sur cet aspect que je voudrais insister en reprenant ce que vient de dire justement Michele Canonica. Alors mon prédécesseur l'a bien mis en évidence, il y a 2 années importantes dans la carrière de Bartali. On peut dire que la décennie qui va de 1938
jusqu'à 1948 est jalonné par 2 succès de Bartali au Tour de France, 1938-1948. Et c'est bien entendu une décennie très très lourde sur le plan également de l'histoire des événements en Italie et en Europe. Le point de départ 38, bien entendu, ce sont les lois raciales en Italie, proclamées par Mussolini sur l'exemple de ce qui se passait en Allemagne. Et il faut aussi dire que l'année précédente, en 1937, il y a déjà une sorte d'avant-goût avec des lois raciales appliquées dans l'Afrique italienne. Vous en connaissez les conséquences. Les Juifs sont écartés des postes de responsabilité, ils ne peuvent plus être fonctionnaires italiens, ils sont exclus des lieux publics, par exemple des clubs de sport, des bibliothèques, ils ne peuvent plus exercer les professions d'enseignants et de médecins parmi d'autres. Ces lois raciales proclamées en 38, dont on a célébré cette année donc le 80e anniversaire, sont un moment important car c'est en fait le premier pas qui ensuite va entraîner ce qui se passe en 1943 après l'occupation de l'Allemagne dans l'Italie du Nord, le début de la déportation qui va avoir en Italie aussi de très nombreuses victimes. Et c'est à ce moment-là que la trajectoire personnelle et sportive de Bartali croise en fait l'histoire avec un grand H. Et en fait, je voudrais surtout m'arrêter sur 2 moments. Le premier moment, on y a déjà fait allusion tout à l'heure, c'est le rôle de Bartali avec les Juifs. Et le deuxième moment sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est ce qui se passe donc en 1948, lorsque l'Italie se trouve à peu près au bord d'une guerre civile. Alors tout d'abord, ce qui se passe donc pendant la période 1943 et 1944. Michele a raison d'insister sur le fait qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Or, ça ne va pas de soi pour un homme pieux, catholique, très croyant, cela a été rappelé tout à l'heure, quelqu'un qui est profondément dévot, en particulier à Sainte-Thérèse de Lisieux. Il y a des pages très intéressantes d'Alberto qui nous explique comment est née cette dévotion du cycliste Bartali qui essaiera de tout faire pour aller à Lisieux en pèlerinage, et une église catholique dont la position officielle n'est pas encore la réconciliation avec le monde juif. Il faudra attendre au Vatican II. Et donc, c'est une église, vous savez, il y a tout le débat sur le rôle sur lequel les historiens s'interrogent encore, le rôle du pape Pie XII, et donc c'est dans ce contexte-là qu'il n'allait pas de soi qu'un certain nombre de personnalités liées à l'église catholique, en fait, s'emploient pour sauvegarder la vie d'un certain nombre de juifs. C'est à ce moment-là qu'entre en scène non seulement Bartali, mais tout un réseau des couvents qui s'emploient en fait à cacher des juifs. Mais, bien entendu, ces couvents étaient soumis à l'irruption de temps en temps des SS présents en Italie pour vérifier en fait la religion et donc l'appartenance de ces juifs. Donc, il était tout à fait fondamental pour ces juifs qui déjà étaient cachés de disposer de faux papiers d'identité. Et c'est à ce moment-là que Bartali va jouer un rôle tout à fait personnel, qui est lié bien sûr à son réseau, mais où il joue un rôle qu'il pouvait être à peu près le seul à jouer. Je m'explique en d'autres termes. Vous savez que l'Italie, notamment en Italie centrale, il y a une vraie ligne de démarcation entre la partie nord et la partie sud. Traverser les lignes n'est pas évident. Ce n'est pas évident, sauf donc pour un cycliste comme Bartali, qui, avec l'excuse de ses entraînements, c'est quelqu'un qui doit faire, et encore une fois, c'est des choses très impressionnantes. Il lui arrive de parcourir 200 km par jour pour s'entraîner. Ça le permet de passer d'un côté et de l'autre de cette ligne de démarcation. L'avantage, c'est aussi que c'est quelqu'un de très connu. Alors, comme Alberto le raconte, mais là je ne fais que reprendre ces pages très belles, les pages très belles de son livre, c'est que Bartali a l'avantage de pouvoir circuler avec une relative liberté. Bien entendu, il y a de temps en temps des postes de contrôle où les Allemands sont là présents, ou alors pour essayer de vérifier l'identité. Mais, premier avantage de Bartali, c'est qu'il est très connu, et surtout son nom est toujours écrit sur le maillot. On ne peut pas passer à côté de Bartali. Donc, qu'est-ce qui se passe très souvent, et Alberto le raconte très bien, il y a une fouille, il y a des soldats qui pourraient interroger Bartali, mais la première chose qui se passe, c'est simplement qu'il y a des supporters qui arrivent et qui demandent des autographes de Bartali. Et ça permet de détourner un peu l'attention en attirant en fait l'attention sur le champion plus que sur le personnage. Deuxième chose que fait Bartali pendant ses longs voyages, c'est qu'en fait il a trouvé le moyen tu m'expliqueras ensuite vraiment dans le détail, parce que, en tout cas, il cache dans le cadre et en partie dans la selle. Il enlève la selle et c'est là qu'il cache en fait à l'intérieur du cadre le papier qui servira donc à faire des documents d'identité pour ces juifs. Or, à chaque fois qu'un soldat allemand essaie malgré tout de
de vérifier si Bartali est seulement cycliste ou pas autre chose. Bartali, encore une fois, avec beaucoup de courage, dit écoutez, n'approche pas de mon vélo, les réglages sont très précis, et si vous touchez à mon vélo, c'est pas bon. Et en fait, entre sa popularité personnelle, sa capacité à traverser les lignes, et ensuite cette dernière, et Bartali risquait beaucoup, hein, Alberto disait que s'il était découvert, là c'est la mort presque immédiate. Et donc ce voyage va être répété à de très nombreuses reprises, et pas Bartali tout seul, mais en tout cas avec son réseau, on calcule qu'à peu près 800 juifs, si mes souvenirs sont bons, en tout cas plusieurs centaines de juifs vont être en quelque sorte sauvés par l'importance de ce réseau. Michele y a déjà fait allusion au début, Bartali ne va jamais parler de cette histoire. On va quand même la découvrir un peu avant sa mort, il va donner quelques pistes, quelques petits détails dont Alberto nous parlera tout à l'heure, et c'est pour cette raison que finalement Bartali sera un des très rares sportifs qui figure en fait au nom des justes parmi les nations. Il y en a à peu près 25 000, et vous savez très bien qu'il y a le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem qui a donc rendu hommage à Bartali, et cette année donc le Tour d'Italie a commencé à Jérusalem. Et ensuite il y a le deuxième moment sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est ce qui se passe en 1948. 1948, une autre année très importante, année donc du deuxième succès de Bartali au Tour de France. Vous connaissez peut-être la célèbre chanson de Paolo Conte, c'est également un moment où les Italiens sont humiliés en France. Pourquoi? Il y a eu la guerre, il y a le coup de poignard dans le dos. La victoire de Bartali est en quelque sorte un retour de fierté pour les Italiens qui se trouvent en France. Mais il y a également ce qui se passe le 14 juillet 1948. Alors, la question que je voudrais poser, sur laquelle je vais ensuite terminer, c'est la question suivante. Est-ce que Bartali a sauvé la République italienne, la démocratie italienne? Car c'est tout un débat. Alors, je rappelle simplement ce qui se passe le 14 juillet. Il y a eu, quelques mois auparavant, le 18 avril 1948, les élections peut-être les plus importantes et les plus tendues de l'histoire de la République italienne. C'est à ce moment-là que l'Italie choisit entre la démocratie chrétienne et le Front populaire, les socialistes et les communistes. C'est vraiment un choix de civilisation. Il s'agit d'un côté de choisir, d'opter pour l'alliance avec les États-Unis, le monde occidental, ou basculer dans le bloc soviétique. Donc les enjeux sont là. Comme vous le savez, c'est une grande victoire pour la démocratie chrétienne qui obtient 48% des voix et donc la majorité dans le Parlement italien. Mais la situation est très tendue, surtout que 3 mois plus tard, le jour ne s'invente pas, c'est le 14 juillet de 1948, journée révolutionnaire, un jeune extrémiste de droite tire sur le chef des communistes, Palmiro Togliatti. Et j'ai apporté ici le petit livre, le journal de Giulio Andreotti, une grande personnalité démocrate chrétienne, qui parle justement de l'année 1948. Ce journal a été publié en 2005. Alors, Andreotti, je traduis assez rapidement, rappelle que Togliatti sort prendre une glace chez Giolitti, célèbre glacier de Rome à côté de la Chambre des députés, et c'est pendant que Togliatti prend cette glace que finalement ce jeune extrémiste tire sur Togliatti. Alors, que raconte Andreotti dans sa chronique du 14 juillet? Je reste en fait au ministère de l'Intérieur, pendant qu'à Montecitorio, la situation se bloque, car un député paysan nous parle de la victoire de Bartali au Tour de France. Quelqu'un exagère en donnant une valeur décisive à cet épisode. De là va naître un peu la légende, qui a été rappelée tout à l'heure, qu'après en fait, cet attentat au leader communiste Togliatti, l'Italie est dans une situation très compliquée. Dès la journée du 14, il y a 14 morts, il y aura 16 morts le 15 et le 16 juillet. Et donc, il y a eu ce coup de fil de Gasperi avec le jeune Andreotti en demandant à Bartali: la situation en Italie est vraiment compliquée, il faut que tu gagnes une étape au Tour de France, sinon la démocratie est en danger. Alors, cet épisode a une part de vérité, et la reconstruction d'Alberto est très intéressante. Il y a eu un coup de fil, et Bartali a bien confirmé que De Gasperi lui a demandé, en fait, de gagner une étape pour remporter le Tour. En revanche, le lien direct entre cet épisode et ensuite le fait d'avoir sauvé la démocratie, c'est le point sur lequel les historiens s'interrogent toujours. Surtout pour une simple raison. Comment se fait-il qu'Andreotti, dès le 14 juillet, arrive à dire « on donne une valeur décisive à cet épisode, mais on exagère ». Car, comme le rappelle justement Alberto, Bartali n'a pas gagné
cette victoire le 14 juillet, car c'est un jour où il y avait une journée de repos, mais c'est le lendemain, le 15 juillet, que Bartali l'emporte. Autrement dit, toujours regarder avec un œil critique, même les mémoires, Andreotti a certainement repris son journal, il a rajouté des phrases avec le recul, et en fait il a confondu la date, il a anticipé d'un jour, donc on est là en présence d'un faux. Alors, que s'est-il vraiment passé le lendemain? Vous le savez, l'épisode donc a une part de vérité, mais ce qui est vraiment décisif, c'est que dès qu'il est opéré, il est sur son lit d'hôpital, Togliatti appelle tout de suite au calme. C'est une situation pré-révolutionnaire. Les syndicats ont organisé une grève générale. Encore une fois, les morts se multiplient notamment à Gênes, notamment dans la ville de Turin, de Milan. Il y a d'autres épisodes localisés. Mais dès qu'il est hors de danger, dès qu'il a été opéré avec un fil de bois, Togliatti en fait s'adresse à la population italienne et demande, notamment à ses militants communistes, de garder le calme. Ce n'est pas le moment de faire la révolution. Je termine simplement sur un mot. Bartali n'a donc pas probablement sauvé la démocratie italienne, mais en quelque sorte son rôle va être reconnu, car après sa victoire, car en plus de cette étape, il va remporter le Tour de France en rattrapant un retard qui semblait décisif. On aura une célèbre photo. Bartali va être reçu à la présidence de la République, au Quirinal, par le président Luigi Einaudi. Il y a une célèbre photo où on voit Binda, un grand coureur qui était donc son entraîneur de l'époque, de l'équipe italienne, avec Bartali, Andreotti toujours présent, et donc le chef de l'État. C'est donc sur ce mot que je vais terminer, mais Alberto voudra certainement donner quelques détails supplémentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Alessandro Giacone. Et je crois que la discussion sur les mérites de Bartali va continuer longtemps. Il est certain que Togliatti était un homme prudent et probablement c'était l'Union soviétique, c'était même le Staline qu'il connaissait très bien, qui le poussait vers une attitude très diplomatique. N'oublions pas qu'au moment de son arrivée en Italie en 1944, donc encore quand la guerre était encore en cours, Togliatti avait annoncé la svolta di Salerno, le tournant consistant à accepter, à mettre de côté la question institutionnelle, donc accepter la monarchie, et en disant, il faut d'abord gagner, il faut vaincre cette guerre, et il faut que la résistance gagne en Italie du Nord. Après, on va voir quel sera le destin institutionnel du pays. Ce n'est qu'en 1946 qu'il y a eu un référendum où la République a gagné. Mais donc, cela aussi est un signe de son attitude très très politique. Assurément, ce n'était pas un extrémiste. Et donc, là aussi, sur son lit qui pouvait devenir son lit de mort, et il a été extrêmement prudent et il a appelé au calme. Donc, écoutons maintenant une troisième intervention. Je vois que jusqu'à présent, tout le monde est resté dans les limites environ de 10 minutes, comme je l'avais demandé. Nous allons écouter Michaela Wiegel, correspondante du Frankfurter Allgemeine Zeitung, laquelle a lu le livre, elle l'a ici à portée de sa main, mais elle peut nous illustrer le point de vue, la sensibilité allemande face à l'antisémitisme, face à cette persécution raciale qui a représenté l'une des grandes taches noires du XXe siècle. Tout d'abord, je suis très heureuse d'être là ce soir. Je dois vous faire un aveu, c'est la première fois que je viens dans votre belle maison de l'Italie, et j'en suis d'autant plus heureuse que c'est pour mon ami Alberto, que je nommerai pas vieux ami, mais un ami qui reste jeune et qui m'a vraiment impressionnée par
par ses recherches historiques dans ce livre que j'ai lu, je dois l'avouer, sous l'angle non pas sportif, donc j'étais fascinée par ce qui était dit avant, mais vraiment sous cet angle incroyable d'un sportif de très haut niveau qui, sans en parler, a caché, a sauvé, a aidé à sauver des Juifs par, d'un côté, cette cave où il cachait une famille et aussi on vient d'en parler, par les documents. Donc c'est cet aspect-là qui m'a le plus frappée. Même si j'avoue qu'en y réfléchissant, j'ai trouvé que nos liens sportifs et politiques étaient souvent liés. Je vous rappelle juste rapidement qu'après que l'Italie a malheureusement pas pu participer à la Coupe du Monde, l'Allemagne a tout fait pour suivre l'exemple italien et ça a abouti dans les deux pays à une déstabilisation politique malheureusement dont on ne voit pas encore la fin. Donc effectivement cette lecture-là n'est pas loin de moi. Mais plus sérieusement, alors, il se pose, et je crois que ce livre est très important, et je serai très heureuse que Alberto trouve rapidement un éditeur allemand. Ce livre pose toute la question de la mémoire, parce que nous sommes maintenant à un moment où les générations qui ont vécu la guerre et qui peuvent parler en tant que témoins sont de moins en moins nombreux, et nous avons vraiment la question de la transmission. Comment nous pouvons transmettre aux plus jeunes générations cette mémoire et surtout les enseignements de ce qui s'est passé. Et je pense effectivement un champion de vélo sportif comme Gino Bartali, je ne le prononce pas bien à l'italienne, mais je m'efforce, Bartali, il a vraiment tout pour incarner justement une mémoire vivante, parce que justement on ne parle pas uniquement de quelqu'un d'injuste, mais on parle aussi d'un grand champion sportif. Alors moi j'ai été frappée en lisant le livre de trouver des indications sur un autre homme qui était guidé par sa foi chrétienne, qui était à l'époque le commandant à Assise. Il s'agit de Valentin Müller, que Alberto décrit, un Bavarois, un fervent catholique, mais justement un catholicisme non pas imprégné de ce vieux antisémitisme qui existait aussi dans l'Église catholique, mais quelqu'un qui a pris sa foi comme un principe d'humanisme et qui, à Assise, a exigé que cette ville était déclarée en quelque sorte ville, en allemand on dit ville-hôpital, c'est-à-dire une ville où les troupes, même ceux qui remontaient après, n'avaient pas le droit d'entrer pour faire des réquisitions ou pour contrôler les gens. Et je trouve le livre a le mérite justement de montrer aussi, alors je ne dis pas ça du tout dans une perspective d'excuser ce que étaient les crimes de la Wehrmacht, mais pour dire il y avait dans cette Wehrmacht aussi des gens qui étaient épris des mêmes idéaux humanistes, et donc le cas de Valentin Müller que Alberto a le mérite de mentionner est très important. Il est très peu connu en Allemagne en fait, donc on découvre à cette occasion aussi quelqu'un qui d'ailleurs était médecin de formation et qui a aussi essayé d'aider comme il pouvait à Assise. Alors, un aspect que je trouvais également très important, c'est bien sûr comment l'Allemagne aujourd'hui se rappelle cette période. Et je dois dire, malheureusement, alors qu'il ne manque pas de littérature, des livres comme ce livre, cet excellent livre d'Alberto,
on a maintenant un parti qui, avec plus que 130 députés présents au Bundestag, la Alternative pour Deutschland, dont un des représentants les plus connus, Alexander Gauland, a dit que le Troisième Reich et l'anéantissement, le Holocauste, l'anéantissement des Juifs était, et je le cite, un caca d'oiseau sur l'histoire allemande, sur la glorieuse histoire allemande. Donc c'est très choquant quand tel discours puisse aujourd'hui être à nouveau tenu en Allemagne et que de surcroît on fait face à un antisémitisme de plus en plus vif, et là en l'occurrence ce n'est pas ce qu'on appelle, qu'on a tendance à appeler le nouvel antisémitisme, c'est-à-dire émanant des gens avec des racines dans la religion musulmane, mais là il s'agit vraiment du vieux antisémitisme réactionnaire, rejetant le juif comme l'autre différent. Et on a vu à Chemnitz et à Köthen, qui sont des lieux dans l'ancien RDA, donc à l'est de l'Allemagne, on a vu des groupements d'extrême droite scandant des paroles à nouveau où on s'attaquait à l'étranger et aux juifs. Et donc c'est une évolution très inquiétante et ça pose vraiment un défi grandissant à une démocratie vivante telle que l'Allemagne. Mais on voit quelque chose. Alors là, je serais intéressée de voir comment ça se passe en Italie aujourd'hui, avec quand même un ministre de l'Intérieur qui n'est pas très loin, en tous les cas qui est considéré comme un allié naturel de ce parti AfD que je viens de citer. Et donc il y a une véritable interrogation, comment on peut transmettre aux jeunes les valeurs qui, pour Gino Bartali, allaient tellement de soi qu'il n'a même pas voulu être honoré pour ce qu'il a fait. Voilà, je crois que je m'arrête là. Merci beaucoup, grazie. Je crois que Alberto a beaucoup de thèmes à développer après cette discussion. Et il faut dire que son livre arrive vraiment à inspirer des réflexions qui vont dans plusieurs directions, donc vraiment un bon livre. J'ajoute encore une chose avant de lui passer la parole, c'est-à-dire que c'est un livre qui se lit facilement. Et ça, c'est un atout non indifférent, parce que ce n'est pas un livre docte, ce n'est pas le livre d'un historien pédant, c'est un livre d'un journaliste qui veut communiquer aux gens, qui veut donner des informations, qui veut transmettre des réflexions, mais d'une manière vraiment accessible. Alors, merci Michele, merci mes amis, permettez-moi de le dire, Roberto Giacone et Christiane Deussen. Je me sens chez moi à Cité universitaire, même si je suis parti à l'époque pour rentrer en Italie et pour revenir à Paris quelques années plus tard, en 86. Merci à vous trois, hein, Alessandro, Armando et Michela, que moi j'appelle toujours Michelina. Écoutez, je voulais écrire un livre optimiste. Je voulais écrire un livre, comme tu dis, Michele, qu'on puisse avoir le plaisir de lire. Une histoire avec une morale comme quoi il y a des personnes bien, il y a des personnes qui aiment faire du bien, comment dirais-je, dans un monde de brutes. En même temps, je voulais écrire un livre différent des livres qui ont été publiés en Italie et en France sur Gino Bartali, à la fois parce que je ne suis pas un journaliste sportif et donc toute une recherche minutieuse sur le plan de performance sportive, je n'étais pas en mesure de le faire, mais aussi parce que ça existait déjà. Par contre, ce qui, à mon sens, n'existait pas,
était une recherche historique sur certains aspects. Et je fais un exemple. La période 36-38, et ensuite 38-39, en particulier cette année clé de tournant pour l'histoire de nous tous, qui a été l'année 38. On se souvient le film Une journée particulière, la visite d'Hitler à Rome. On croit, et beaucoup d'historiens de métier, professeurs d'université, en particulier français d'histoire, nous expliquent, ça suffit d'aller regarder à Caen, le mausolée de Caen, où l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et avant est reconstruite et reproposée, nous propose une idée comme quoi la presse française, presse libre d'un pays libre, était critique vis-à-vis du fascisme, du nazisme et de l'entente italo-allemande. C'est pas vrai, je suis désolé. Et moi, en partant d'une histoire qui est une histoire sportive, les performances de Bartali qui gagne le Tour de France en 1938, j'ai eu le plaisir, et parfois ça a été un peu compliqué de le faire parce que ça m'a pris pas mal de temps, d'aller relire la presse française de l'époque. Et oh, surprise, j'ai découvert qu'à ce moment clé, qui a été la visite de Hitler à Rome en mai 1936, Hitler a été à Rome, à Naples et à Florence, avec 700 personnes à la suite. Hein. C'était un train entier qui est parti de Berlin, qui a traversé l'Italie, qui est arrivé à Rome. Alors, à ce moment, la presse française a eu, dans sa majorité, une attitude assez complaisante. Et Gabriel Péry, qui a été à l'époque le rédacteur en chef du service étranger de l'humanité, a écrit un article en disant que le Quai d'Orsay avait donné instruction aux journalistes français à Rome de ne pas déranger l'alliance, tenez-vous bien, italo-allemande. L'amitié italo-allemande, pas l'amitié franco-italienne, l'amitié italo-allemande. Chers amis, tout s'explique. Nous sommes à 5 mois de Munich. Dans l'année de Munich, Munich n'a pas été un hasard de l'histoire. Il y a eu de la part de la France, et on peut imaginer de la Grande-Bretagne, une véritable stratégie de résignation, de complaisance, de compromis avec Hitler et avec l'entente italo-allemande. Arriver là en racontant une histoire sportive n'était pas une mince affaire, mais j'ai essayé de croiser certains éléments de cette année clé 38, et dont un autre élément, et encore plus important, est l'élément des lois raciales, avec quand même un trait d'union qui est l'attitude de l'Église, du pape. De l'Église, ce n'est pas juste, parce que l'Église en Italie était en partie complice du fascisme. Mais le pape Pie XI est une personne à laquelle on devrait rendre hommage. C'est l'homme qui, quand Hitler arrive à Rome, fait écrire par le journal du Vatican, l'Osservatore Romano, que le pape quitte Rome pour aller à sa résidence d'été de Castel, mais ce n'était pas été, on était début mai, de Castel Gandolfo, parce que l'air de Rome était devenu irrespirable, malsaine. Hein? Il ne dit pas parce qu'Hitler est là, mais et les musées du Vatican sont fermés, toutes les lumières du Vatican sont fermées tout le temps que Hitler est à Rome. Hein? Les personnes arrivées avec Hitler ne peuvent même pas voir la chapelle Sixtine, parce que le pape a fait fermer le Vatican et les musées du Vatican. Et cette information est donnée seulement par 2 journaux français. Est donnée avec, peut-être d'autres ont mis une ligne à l'intérieur d'une page, mais il y a un minimum de relief pour cette information dans l'Humanité et dans la Croix. La grande presse française, les 5 principaux quotidiens, l'Intransigeant, le Journal, le Petit Journal, le Petit Parisien et le Matin, pratiquement ignorent l'attitude du pape de protestation contre Hitler. Hein?
On arrive au mois de septembre à ce délirant discours de Benito Mussolini à Trieste, mois de septembre, 18 septembre, chers amis. On est à 10 jours de Munich. Hein? Et c'est là que Mussolini fait le discours sur la loi raciale. Ce discours sur la loi raciale est un discours qui affirme que l'infériorité de la race juive est une question biologique. Biologique. Et le manifeste de la race, qui est la base théorique de loi raciale, si on peut parler de théorie, et le texte même de loi raciale que le roi va signer pour promulgation au mois d'octobre 1938, donc exactement il y a 80 ans, c'est l'affirmation de l'infériorité biologique de la race juive. Chose qui, entre parenthèses, aura des conséquences sur ma propre famille, parce que quand le 8 septembre 1943, vous savez bien que Mussolini est tombé le 25 juillet 1943. Et à ce moment, Mussolini tombé, les préfectures italiennes refusent de détruire les listes des non-ariens dans mon père qui étaient fichés comme tels dans les préfectures de police. Donc Mussolini est tombé, le régime est tombé, mais les listes des lois raciales restent de la préfecture. Et quand, le 8 septembre, il y a l'armistice avec les Anglo-Américains et les Allemands envahissent l'Italie du nord vers le sud, ils trouvent dans les préfectures déjà les listes des juifs, pas des juifs, des non-ariens. Il y a une différence pour nous, parce que pour nous, juifs, c'est, oui, une tradition, une origine, mais aussi une religion. Mais, excusez-moi si je me perds, l'histoire, parce que là, il y a aussi des références personnelles, des histoires que j'ai entendues. Ma grand-mère et mon grand-père étaient cousins germains de la communauté juive de Turin. Et ils se sont mariés. Et en 1923, mon grand-père a décidé de quitter ce monde. Et ma grand-mère s'est remariée avec un autre homme qui était catholique. Et elle et les trois enfants qui étaient bébés et 2 adolescents se sont convertis au christianisme. Ça, c'est une histoire comme il y en a eu d'autres. C'est une histoire de 1923, figurez-vous. Mais en 1938, mon père, et je fais un exemple, je ne dis pas parce que c'était mon père, mais c'est un exemple, a été chassé de son travail du matin au soir, parce que les Juifs étaient chassés de leur travail, dans toute la fonction, même si c'était au plus bas degré de la fonction publique. Il était chassé. Et dans mon livre, j'ai voulu mettre une histoire que je trouve, une phrase, une lettre, que je trouve émouvante, parce qu'elle est écrite par une fasciste, par une institutrice fasciste, qui écrit à Mussolini, en tant que fasciste, en tant qu'italienne, et en dénonçant le délire de ces lois raciales. Je vous la lis. C'est que, 95. Alors, bien que juive, depuis de longs siècles, et plus encore, je suis italienne. Je suis veuve. Mon mari fut officier d'infanterie, blessé et décoré pendant la Grande Guerre. J'ai un fils unique, inscrit à Polytechnique. Je suis, depuis plus de 20 ans, enseignante en école élémentaire, bien notée et appréciée. On me retire cet emploi qui m'est indispensable et à mon fils la possibilité d'étudier. Croyez-vous, elle écrit à Mussolini, croyez-vous vraiment qu'une telle épouvantable amputation de notre vie de parfait Italien dans notre Italie soit méritée? Avec foi en vous seul, encore. Obséquieusement, excusez-moi, Elvira Finzi.
C'est impressionnant. C'est impressionnant, cette idée de l'infériorité biologique, le délire de loi raciale, le délire du discours de Mussolini 10 jours avant Munich, à Trieste, sur le chemin de Munich. C'est délirant. Et ce 8 septembre 1943, le même jour qu'il y a la signature de l'armistice et qu'un roi lâche se prépare, et qu'un roi lâche se prépare à quitter Rome pour se mettre dans les mains des Anglo-Américains en abandonnant son peuple sans aucune indication et sans aucune autorité. Ce jour, des groupes de juifs et en général de persécutés quittent les villes du nord de l'Italie pour aller en Suisse. Le groupe où mon père était sera chassé. Mon père et mon oncle sont allés en vélo. Mon oncle a quitté... Mon oncle était fasciste, était jeune, mais il était déjà enseignant universitaire, bien que jeune. Il a quitté sa femme, sa gamine qui avait quelques semaines, quelques mois, hébergée dans une maison de campagne, hébergée par quelqu'un au Piémont, dans les campagnes. Ils sont allés à vélo vers la Suisse. Ils ont été repoussés par les gardiens suisses qui ont dit la Suisse est fermée aux migrants. Si vous ne partez pas tout de suite, on va vous livrer directement aux fascistes. Et seulement dans un deuxième temps, ils ont pu arriver en Suisse. Mon père a été privé de liberté par les Suisses qui l'emmènent dans un centre de travail qui était quand même un hôtel 5 étoiles, évidemment par rapport à d'autres situations. Mais c'était quand même privé de liberté. C'est ça, le racisme vécu. C'est ça le racisme que la génération précédente nous a décrit. Et c'est ça le racisme qu'aujourd'hui, on a, comme Michael Havig l'a très bien dit, tendance à oublier. De la part au moins de jeunes générations, mais pas seulement. Donc, mon livre, c'est vrai, part de Bartali. C'est vrai, raconte des moments parfois intenses, d'une belle histoire, d'un personnage qui est cohérent avec sa foi, et qui veut la transmettre, quand même la témoigner aux autres. Il parle aussi de situations difficiles parce que le passage entre Pie XI et Pie XII n'est pas un moment évident, d'un pape qui ne perdait pas une occasion pour condamner le nazisme. Et je répète je me permets de dire que le nazisme tel que l'Italie l'a vécu était le nazisme de l'occupation de militaires qui arrivaient en Italie, en commençant par le nord vers le sud, dont une partie, une bonne partie, venait du front russe. Et pour ceux militaires allemands, l'expérience de l'occupation de l'Italie était une partie de plaisir, parce qu'ils avaient vécu une guerre bien différente. Et leur chasse aux Juifs était presque comme de la chasse normale, à l'état pur, pour ce groupe qui allait vers la Suisse. Mais il y a eu pire. Il y a eu, et là je viens à la différence entre Pie XI et Pie XII, il y a eu cet horrible moment de la rafle au ghetto de Rome du samedi 16 octobre 1943. Les occupants sont arrivés à Rome, ceux qui réalisent la rafle arrivent directement de Berlin. C'est tous d'unités de SS. On ne fait pas confiance à la Wehrmacht. C'est une unité spéciale de SS qui est envoyée de Berlin et qui fait la rafle au ghetto, plus de 1000 personnes capturées, directement envoyées à Auschwitz. Et presque personne ne rentrera. Et dans cette situation, le nouveau pape, Pie XII, qui est aussi l'évêque de Rome, ne dit pas un mot.
pour condamner la rafle au ghetto. Alors, est-ce que le pape savait qu'au moment le plus haut, et c'est là le côté optimiste, je crois, de mon livre, au moins c'est le côté, ça fait partie du côté optimiste que j'ai voulu donner, injecter dans ce livre. Parce que dans le moment du danger, il y a une grande partie de l'opinion publique italienne qui essaye de ne pas voir du danger. Dans le moment de la honte, c'est-à-dire de la persécution raciale, il y a une bonne partie de l'opinion publique italienne qui fait comme si de rien n'était. Mais il y a aussi une partie qui s'engage pour aider les Juifs, et il y a une partie qui s'engage pour les dénoncer, pour les vendre aux fascistes, parce que les fascistes, le régime de Salò, le régime fasciste collaborationniste, était totalement complice de la persécution raciale. Donc il y a ces trois réalités, ceux qui essaient d'ignorer, ceux qui s'engagent pour et ceux qui s'engagent contre. Et cette Italie généreuse est une Italie importante. Mais la chose qui m'intéresse le plus de remarquer est que cette Italie généreuse est hétéroclite. À Florence, on voit organiser ensemble l'organisation pour la protection des Juifs et pour les cacher dans des caves, dans des maisons de campagne et surtout dans des couvents. Je vous fais remarquer qu'en Italie, les Juifs morts, tués à cause de la persécution raciale, ont été en pourcentage moins nombreux qu'ailleurs, par exemple, moins nombreux qu'en France, et c'est quand même significatif. Hein? Alors, il y a comme un réseau de deux religions. Dans le livre, moi, je l'appelle le réseau de deux religions, composé par des rabbins, comme le rabbin de Florence Nissim, le rabbin de Florence Nathan Cassuto, qui mourra en déportation, et par des évêques catholiques, pas tous les évêques déterminés, de bonne volonté, celui de Florence, celui de Assise et celui de Gênes en particulier, dont les noms sont aujourd'hui gravés sur le mur de Juste à Jérusalem, avec les noms de leurs principaux collaborateurs. Et c'est dans ce contexte de ce réseau que Bartali s'engage, comme ça a été très bien dit avant moi, en transportant des faux papiers. Mais ce réseau est aussi le révélateur de cette réalité des personnes de bonne volonté, dont Valentin Müller, officier de la Wehrmacht, fait partie. Parce qu'à Assise, il voit très bien ce qui se passe. Très bien. Il est lui-même ami personnel, il devient ami personnel de l'évêque. Il sait très bien que le couvent d'Assise héberge des Juifs. Il fait tout pour qu'ils continuent à les héberger. Et il demande seulement une chose à l'évêque. Un couvent destiné à héberger les militaires allemands blessés. Et évidemment, l'évêque lui donne la disponibilité de ce couvent. Et quand, après Monte Cassino, les Allemands remontent vers le nord, entre parenthèses, ô combien d'histoires on nous a cachées, ô combien cette histoire qu'on nous raconte a des éléments parfois faux, parfois négligés, et l'air est fait, maquillé. Et les troupes nazies peuvent remonter, les gros des troupes nazies combattantes qui sont à ce moment-là, qui font partie de l'élite de l'armée allemande, peuvent remonter de la ligne Gustav, après la défaite de Monte Cassino, vers le nord, sans trop de problèmes, parce que le commandant des forces américaines en Italie a décidé, contre toute logique militaire, de prendre Rome début du mois de juin 1944, à la place de laisser à plus tard la prise de Rome, la libération de Rome, et couper la péninsule pour couper la ligne de retraite aux forces allemandes, et fascistes, mais surtout nazies.
Et dans cette façon, il aurait empêché à ses forces de remonter la péninsule avec des conséquences qui ensuite ont été catastrophiques. Et pourquoi? Comme par hasard, c'était la libération de Rome, on est le 4, le 5 du mois de juin 1944. Et ce général américain savait qu'est-ce qui se serait passé le 6, le débarquement en Normandie. Et il voulait avoir pour soi la gloire de la libération de Rome, qui aurait été ensuite autrement offusquée par l'information du débarquement en Normandie. Comme l'imbécile ambition d'un homme a eu. Mais ça, on ne le voit pas beaucoup dans les livres d'histoire. Il y a comme une partie de l'histoire qui a été, qu'il s'agisse de la presse française à propos de la relation italo-allemande, qu'il s'agisse d'autres choses, il y a comme une partie de l'histoire qui a été changée, maquillée, cachée. Dans la modestie de la recherche de quelqu'un qui, dans toute sa vie, a fait un métier autre que la recherche d'histoire, j'ai essayé d'aller chercher ces éléments, avec une certaine patience peut-être, et de les glisser et de les choisir comme toile de fond l'histoire merveilleuse et pleine d'optimisme d'un homme qui croit à des valeurs comme Gino Bartali. Voilà ce qui a été la raison et un peu peut-être le secret de ce livre. Merci beaucoup Alberto Toscano qui a touché dans cette intervention à des sujets très différents et très importants. Par exemple, il a fait allusion au discours de Trieste prononcé par Mussolini pour chanter les louanges de la supériorité raciale par rapport aux Juifs. Il suffit de penser que dans le parcours politique de Mussolini, la liaison avec Margherita Sarfatti avait été d'une importance décisive. C'était la femme juive vénitienne qui l'avait présentée au milieu économique et financier qu'il ne connaissait pas du tout parce qu'il était auparavant un militant socialiste révolutionnaire, et donc sans cette juive, probablement il n'aurait jamais été accepté par ces milieux de pouvoir de l'Italie de l'époque. Donc que lui, il parle d'infériorité raciale, évidemment, cette femme ne le dégoûtait pas, jusqu'à preuve du contraire. Dans l'intervention, dans cette intervention d'Alberto, on fait allusion au lien des Juifs italiens avec leur patrie italienne. Il y a cette lettre dont il a donné lecture, et en effet, il y avait plusieurs Juifs ayant participé au Risorgimento, et même des Juifs farouchement anticommunistes qui étaient fascistes. Il y avait des Juifs, surtout dans les milieux économiques, qui avaient adhéré au fascisme, d'où leur surprise face aux lois raciales. Giardino dei Finzi Contini, ce livre de Giorgio Bassani, qui a été un best-seller mondial, illustre justement cet étonnement de certains milieux juifs, disons, économiquement bien puissants et ayant joué un rôle important dans la géographie du pouvoir italien. Donc ils ne comprenaient pas comment ce régime qu'ils avaient soutenu pouvait leur empêcher de fréquenter une école, d'avoir un poste dans l'administration publique, etc. Donc, en effet, je pense que là, on a assisté à des interventions vraiment très intéressantes concernant l'Allemagne. Mais là, on peut regretter que l'Italie et l'Allemagne, qui sont unis par des liens culturels aussi importants, je pense bien sûr à la musique, l'histoire de l'art, la philosophie, enfin il y a plein de domaines, et même l'organisation de l'État. Le fait que ce sont des pays où il n'y a pas un centre
aussi puissants que Paris en France ou Londres en Angleterre. Ce sont des pays polycentriques et pourtant ils ont été associés aussi par les mêmes erreurs. Là, on a dans le cas de l'antisémitisme, ces deux pays tellement, disons, proches sous certains aspects, se retrouvent proches dans l'erreur. Ça, c'est quelque chose qui fait réfléchir. Mais j'aimerais que quelqu'un prenne la parole, si quelqu'un veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, poser une question ou développer une réflexion. Michel Onfroy, plusieurs d'entre vous le connaissent, il a été et il est toujours une grande signature du journalisme italien. Et français, pardon. Éventuellement italien. Mais j'ai même collaboré à des radios italiennes. Oui, il parle très bien l'italien et il a séjourné à Rome en tant que correspondant pendant... 4 ans correspondant et 2 ans étudiant. Et voilà. Voilà, alors simplement, je voulais atténuer un peu les propos, enfin, si je puis le faire, d'Alberto Toscano, parce que je me souviens, il y a 18 ans, d'avoir vu un documentaire réalisé par le correspondant de la RAI, Fraiese, sur ce qu'avaient fait les Italiens qui occupaient la zone sud de la France. Et je dois dire que pour en avoir parlé à beaucoup d'amis juifs, à moi qui habitais la région de Nice à cette époque, ils m'ont tous dit que s'ils avaient la vie sauve, c'était grâce au gouverneur militaire italien. Le gouverneur militaire italien à Nice avait déclaré qu'il refusait d'appliquer les lois raciales de Vichy. Et quand les Allemands ont envahi la zone sud, quand l'Italie, plus ou moins, s'est écartée en quelque sorte de la guerre et de l'occupation, eh bien le gouverneur italien a fait convoyer par des carabiniers les familles juives les plus recherchées dans des villages des Alpes où on était sûr qu'ils ne seraient jamais retrouvés. D'autre part, Fraiese, dans le même documentaire, expliquait qu'un des chefs de l'armée italienne en Yougoslavie et en Grèce avait un jour, car il était pressé par les Allemands d'appliquer les lois raciales justement de 1936 et 1938, demandé à la Farnésine, au ministère des Affaires étrangères, que dois-je faire? La Farnésine, et je pense que les textes existent, il lui avait répondu, en aucun cas, ce serait contraire à la tradition humanitaire de l'Italie. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait quand même en Italie, même pendant cette période, des Italiens courageux qui avaient des postes importants, que ce soit à Nice ou que ce soit à Rome, qui ont refusé d'appliquer ces lois raciales. Voilà, c'est un point que je voulais faire. Un autre point, alors, concerne Gino Bartali. Parce que, en fonction de mon âge, j'ai vu Gino Bartali. J'avais 14 ans en 1948. Et j'ai vu le départ du Tour de France. À l'époque, le Tour de France partait toujours de Paris. Et il arrivait à Paris. Et j'ai vu Gino Bartali revenir à Paris, à Saint-Cloud, passer par la rue Gounod à Saint-Cloud. On l'avait bien reconnu, porteur du maillot jaune. Il était aisément reconnaissable. Donc je puis dire que j'ai vu au moins à 2 reprises Gino Bartali en 1948. Mais ce qu'il y a d'important, alors là c'est sur le plan politique franco-italien, c'est que Bartali, s'il avait couru en 1947, aurait pu déjà gagner le Tour de France. Mais en 1947, il n'était pas question, après la guerre, que des champions italiens ou allemands d'ailleurs participent au Tour de France. Et alors, il se trouve qu'il y a eu quand même un Italien qui en 1947 a failli gagner le Tour de France. Il y avait un coureur français très connu, très populaire, qui avait été un champion, lui aussi, avant la guerre de 1939, et qui s'appelait René Vietto, un Canois, qui était en plus un militant communiste, et les classes populaires en France l'aimaient beaucoup. René Vietto prend le maillot jaune à la 3e étape du Tour de France de 1947. Et il va garder le maillot jaune à travers les Vosges, les Alpes, les Pyrénées. Il va le perdre dans l'étape du Mur de Bretagne. Je dis ça parce qu'à l'époque, je suivais le Tour de France, c'était pratiquement ma seule activité. C'est pour ça que je me souviens très bien. Et alors, donc, René Vietto perd, lui, qui était une famille canoise mais d'origine lointaine italienne, il perd le maillot jaune au profit de qui? Au profit d'un Italien qui habitait la France et qui s'appelait Brambilla. Et alors, c'était en France, je me souviens, un scandale. On était à 2 jours de l'arrivée du Tour de France
au Parc des Princes, et je me souviens les commentaires de toutes parts qui fusaient et qui disaient « mais il n'est pas question qu'un Italien gagne le Tour de France aussitôt après la guerre, quelle offense quand même à la mémoire de la France que de laisser un Italien, même s'il réside en France aujourd'hui, gagner le Tour de France. » Et c'est comme ça que tous les coureurs français se sont unis lors de la dernière étape pour assurer la victoire de Robic, qui par ailleurs était un bon coureur. Mais enfin, normalement, dès 1947, un Italien aurait dû gagner un Tour de France en la personne de Brambilla. Puis j'en aurais terminé, Alberto Toscano, quand vous dites que lorsque Mussolini est chassé du pouvoir, les lois et les décisions et les listes des Juifs sont toujours présentes dans les préfectures, ben, je vais vous donner un exemple. C'est qu'en France, tout au moins dans un pays qui était la France du Sud, c'est-à-dire l'Algérie, il s'est passé la même chose. Le gouvernement de Vichy avait édicté des lois raciales en Algérie qui privaient de leur travail tous les Juifs. Et il y avait une très forte minorité juive en Algérie. Ils constituent aujourd'hui une grande partie des pieds noirs algériens, comme on dit, les Juifs d'Algérie. Ils ont donc été privés du pouvoir. Les lois qui avaient été prises par Vichy donc interdisaient aux Juifs d'Algérie de travailler, et ils avaient en plus mis tous les républicains espagnols dans des camps de concentration. Eh bien, lorsque les Américains, anglo-américains, débarquent en novembre 1942, ils refusent que Giraud, enfin l'amiral Darlan d'abord, le général Giraud ensuite, avec l'accord des Américains, refuse d'annuler les lois raciales de Vichy. Et qui était le chef des Américains? C'était le général Eisenhower. Il estime que ces lois raciales de Vichy peuvent tout à fait rester en l'état. Darlan d'abord, qui sera assassiné, Giraud, qui sera petit à petit mis à l'écart, refuse d'annuler ces lois raciales. Il faudra simplement attendre mai 1943 que le général de Gaulle s'installe à Alger pour que les lois raciales soient supprimées et les républicains espagnols libérés. Merci. Juste un mot sur la question, sur la question, pour préciser la question de Nice et Grenoble, hein, parce que le général occupant de Grenoble, comme Alessandro sait très bien, parce qu'il a étudié ce dossier, et je crois que l'histoire du général Castiglioni, Alessandro et moi, on est parmi ceux qui l'ont. Alessandro plus que moi, mais enfin un peu avec moi aussi. J'ai fait un long article l'année dernière dans la revue Historia sur l'occupation de Grenoble et de Nice. L'occupation de Grenoble et de Nice commence après le débarquement américain en Algérie. Donc, on est le 8 novembre 1942 et se termine évidemment le 8 septembre 1943. Ça dure 10 mois, et pendant ces 10 mois, c'est absolument vrai ce que vous dites, que les Italiens militaires sauvent beaucoup de Juifs. La famille Klarsfeld a été sauvée par les Italiens à Nice, et bien d'autres ont été sauvés par... Et au musée de la résistance et de la déportation de Grenoble, aujourd'hui, il y a une lettre qui est exposée, qui est la lettre du général Castiglioni, qui en arrivant comme occupant militaire italien de Grenoble, écrit au préfet vichiste de Grenoble, Ditkovski, c'est juste Ditkovski, en lui disant « Maintenant le patron c'est moi et tu arrêtes de persécuter les Juifs. Et aucun Juif sera livré aux Allemands. » Mais on est justement avant le 8 septembre 1943. Les fascistes, après la naissance de la République des Salauds en septembre 1943, et donc après l'invasion allemande, seront bien autre chose. Et l'armée italienne d'avant le 8 septembre 1943 est une armée italienne qui a malgré tout des valeurs. Hein. C'est comme des généraux comme Castiglioni et d'autres, il y a... Et l'armée, d'ailleurs, en plusieurs localités comme Cefalonia, les militaires italiens seront massacrés par les nazis parce qu'ils refuseront de se rendre. Mais tout autre, le scénario dont je parlais est le scénario d'après le 8 septembre. Quand les fascistes sont les fascistes de la République des Salauds, ils sont des collaborationnistes
à plein titre. Voilà, ça, c'est un point de clarification. Juste une petite question, parce que les parents de Serge Klarsfeld ont été déportés. Simone Weil a été déportée de Nice, donc c'était après. C'était le Klarsfeld dont on parle, dit que lui a été sauvé à Nice par les Italiens. Ses parents, je ne peux pas dire, mais lui, il dit que... Non, ses parents sont morts en déportation. Mais lui, il a été sauvé par l'occupation militaire italienne. Et d'ailleurs, toi, tu as étudié très bien ce dossier, tu le connais mieux que moi. Et le consul général d'Italie à Nice a été tué, et mort lui aussi, non? Dont il y a eu des héros italiens, des héros fascistes italiens qui sont morts après avoir sauvé des Juifs pendant les 10 mois de l'occupation militaire italienne. Et d'ailleurs, quand Grenoble, les Allemands arrivent à occuper Grenoble en chassant les Italiens, il y a une partie de militaires italiens. Il y a tout d'abord une bataille à Grenoble entre... Mais toi, tu connais mieux que moi. Il y a une bataille véritable à Grenoble entre les forces italiennes et allemandes et une partie des militaires italiens qui sont des Alpini entrent dans la résistance française dans les airs. En Corse aussi. Donc, non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas seulement donc des Juifs français qui se trouvaient dans la région d'occupation italienne, qui va globalement jusqu'à Nice d'un côté et Grenoble vers le nord, mais qu'en fait, après 1940, il commence déjà à y avoir un mouvement de masse. Et il y a notamment beaucoup de familles juives parisiennes qui se déplacent, notamment à Grenoble. Et ça, c'est vraiment... Alors là aussi, il y a beaucoup de personnalités qui ensuite vont être connues. Hein. Il a été question des Klarsfeld. Vous connaissez sans doute aussi le très beau livre de Joseph Joffo qui s'appelle Un sac de billes. Ça, c'est l'exemple même. Hein. C'est quelqu'un qui était à Nice, qui était en quelque sorte sauvé. Ce qui se passe également, c'est vraiment les derniers jours de l'occupation italienne. C'est que pourquoi le général Castiglione fait ça? Et là, il y a un débat sur ce point-là. Parce que c'est vrai qu'il le fait peut-être pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire les mauvaises raisons, c'est que les Italiens tendent par nationalisme à affirmer leur pouvoir, et qui sont éventuellement les personnes qui pourraient s'opposer à l'occupation italienne. D'un côté, c'est les gens de Vichy, et d'autre part, c'est les Allemands, parce que la zone d'occupation italienne a été concédée, mais il y a quand même des frictions à la marge. Et en fait, c'est par son nationalisme que les Italiens refusent d'appliquer des consignes, et ça se joue vraiment en se trouvant à très peu de kilomètres. Et donc, l'ordre est donné donc, de sauver les Juifs. Et l'autre moment intéressant, c'est ce qui se passe entre le 8 septembre 1943 et les jours qui suivent, lorsque les Italiens commencent à quitter le pouvoir de Grenoble, à Grenoble et ailleurs, mais ils font en sorte, pendant ces quelques jours, il s'agit d'une semaine, premièrement, de détruire un certain nombre de fichiers, et surtout de faire en sorte que des Juifs arrivent, notamment par un passage en Vésubie, ce qu'on va appeler par la suite le chemin de la liberté, qu'ils puissent passer en Suisse notamment. Et donc cette semaine a été très très importante, notamment pour que un certain nombre de Juifs soient sauvés. Voilà. Armando, forse vuoi aggiungere qualche cosa? Oui, à propos de la rafle des Juifs à Rome, Alberto nous a dit que c'était des SS qui venaient de Berlin. Là, il faut dire que les soldats de la Wehrmacht ne juraient pas fidélité au Führer, mais juraient fidélité à la nation. Tandis que les SS juraient fidélité seulement à Hitler. Donc, c'est un petit peu... Voilà, c'est ça. Ce qui fait une différence profonde. Absolument. Puis toi, tu as parlé de Staline et Togliatti. Je peux dire que Staline était aussi le prénom de Bartali, parce qu'on l'appelait l'homme d'acier. Il avait une force incroyable, il pouvait faire des courses extraordinaires. Et il avait ce surnom, l'homme d'acier. Mais d'ailleurs, je crois que le cyclisme est peut-être le sport qui demande le maximum de prestance physique. Oui, c'est un sport très dur. Très dur, donc il faut avoir une force vraiment exceptionnelle. Pas comme, et il faut dire aussi qu'ici on l'appelle Gino le Pieux.
Oui. En Italie, on l'appelait Ginaccio ou Ginettaccio, pour son caractère fort. Voilà. Oui, et Toscano. Toscano, comme voilà. Malaparte a dit Maledetti Toscano. Mais d'ailleurs, Malaparte a écrit sur le Bartali et Cotti. C'était pas le seul, il y a aussi Buzzati qui a écrit sur le... Oui, là, j'ai vu Alberto qui riait, donc parce que, bien sûr, là, il a consacré un livre en toscan. J'étais encore plus toscan que lui, parce qu'au fait, lui, il est en toscan piémontais, alors que Bartali était en toscan à tous les effets. Non, mais Coppi était piemontais, donc Oui, dans la rivalité Coppi-Bartali, cette Italie du cyclisme, une Italie populaire, paysanne, pauvre, avec une grande détermination d'ascenseur social. Et les moments les plus exemplaires de cette histoire du cyclisme. D'ailleurs, entre parenthèses, Mussolini n'aimait absolument pas le cyclisme, mais il utilisait le cyclisme pour sa renommée internationale. Bartali a toujours refusé de prendre la carte du parti fasciste, même si des pressions inouïes ont été faites sur lui pour l'aide. Et les moments les plus significatifs de son antifascisme s'exprime, et sans doute sa victoire au Tour de France en 1938, parce que quelques jours plus tôt, l'équipe de football, le football était totalement contrôlé par le régime, et même les masseurs du football étaient rigoureusement inscrits au parti, cadres du parti, ne parlons pas des joueurs. Et l'équipe nationale d'Italie de football gagne la Coupe du Monde à Paris, au stade de Colombes. Le stade, comme vous savez très bien, était à Colombes. Et en 1938, en juin 1938, et peu après, en juillet 1938, c'est Gino Bartali qui, au Parc des Princes, gagne, qui était à l'époque Vélodrome, si je ne me trompe pas, gagne le Tour. Et à ce moment, tout le monde pense à la scène de l'équipe de football qui, devant le public français et devant les photographes, avait fait le salut fasciste. Et Bartali, devant les photographes, devant le public français, au moment de son triomphe, il refuse de faire le salut. C'est un défi, parce que l'Église catholique était la structure d'éducation de l'Église catholique au milieu de la jeunesse était alternative, était en concurrence systématique avec la structure d'encadrement des jeunes et des adolescents et des enfants du régime fasciste. Il y avait une situation de tension, c'était encore l'Italie de Pie XI, et dans ce contexte, Bartali défie, ce fait de choix de se signer est un défi politique au régime. Authentique. Et la preuve est qu'aucun journal italien, le jour suivant, écrira ça. Ce livre est en vente là-bas. Alors, cette rencontre se passe avec la collaboration de la librairie franco-italienne de la rue du Faubourg Poissonnière, que je remercie comme toujours. Je suis reconnaissant également à la Maison de l'Italie. Et je me réjouis de cette collaboration avec la Fondation de l'Allemagne. J'espère que cela ne soit qu'une première fois à laquelle d'autres occasions vont suivre à l'avenir. Merci à ce public tellement attentif et j'ai l'impression vraiment passionné aux différents sujets du livre. Bien entendu, Alberto est avec nous aussi pour dédicacer les livres que vous allez acheter. Merci.